en tant que conseil, vous intervenez souvent en collaboration avec des équipes déjà très spécialisées. Mhm. Je pense à des juristes, des auditeurs, des spécialistes de la stratégie, Mhm. dont certains ont déjà une expérience de la Chine. Oui. Où est réellement votre valeur ajoutée? Vous avez raison. Très souvent, les gens avec qui je travaille sont des gens qui sont très pointus. Ce sont de très bons juristes, ce sont de très bons auditeurs, ce sont de très bons financiers, ce sont de très bons banquiers. Et pourtant, avec la Chine, je ne parle pas d'autres pays, parce que je connais surtout la Chine, avec la Chine, les choses ne se passent jamais comme ces gens très compétents l'ont prévu. À quoi c'est dû? Pourquoi? Pourquoi ça rate? Ou pourquoi ça réussit? Ça peut rater ou réussir pour des raisons qui échappent complètement à tout le monde. Ce qui fait que vous avez dans vos discussions avec les Chinois toujours une marge d'incertitude. Mais disons que vous êtes très fort, vous arrivez à tout bétonner à 90%, il vous reste 10% d'incertitude. C'est sur ces 10% que moi, je vais intervenir à 100%. Il faut quelqu'un pour sécuriser complètement votre communication, la compréhension des enjeux et réduire le risque d'incertitude à epsilon. C'est ça qui est très important. Sinon, vous vous mettez dans une situation qui met en danger l'ensemble de votre édifice. Voilà où se trouve ma valeur ajoutée sur cette petite partie, mais sur laquelle j'interviens avec une expertise transversale, intégrée, comme je l'expliquais tout à l'heure. Bruno Gainsbourger, à propos de votre activité de coaching, Mhm. d'où vous est venue l'idée de vous y intéresser? Alors c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis longtemps, parce que comme vous le savez sans doute, j'ai eu une carrière qui est assez diversifiée. J'ai été indépendant, profession libérale, j'ai travaillé pour l'administration, j'ai été diplomate, j'ai travaillé pour une multinationale en Chine, j'ai travaillé aussi dans le monde associatif, dans les chambres de commerce françaises et européennes. Donc j'ai vu un certain nombre de gens, un certain nombre de talents, etc. Et je me suis rendu compte d'une chose qui m'a beaucoup étonné, c'est que beaucoup de gens, en fait, ne sont pas à la hauteur de leur vrai potentiel. Je prends un exemple. Je pense à un diplomate qui est un type extraordinaire, gros travailleur, gros connaisseur de la Chine, mais qui a des défauts humains stupéfiants, qui est incapable de gérer une équipe, qui est incapable de dire bonjour, qui est incapable de dire merci, qui est incapable d'emmener les gens avec lui, qui est incapable de faire comprendre aux gens le sens de leur travail. Et c'est extrêmement dommage, parce que ce diplomate pourrait mais décupler son potentiel s'il arrivait à travailler sur ces points-là. Or, ces points-là, ce n'est pas un consultant qui va l'aider à les améliorer, c'est un coach. C'est un coach qui va pouvoir l'emmener, faire des plongées avec lui et lui faire prendre conscience d'un certain nombre de choses qui vont tout changer, tout changer. Voilà comment ça m'est venu. Par ce constat d'abord. Deuxièmement, par mon expérience personnelle. J'ai vécu un certain nombre de choses aussi. J'ai vu des choses se transformer sous l'influence de coach. Et j'ai trouvé que ces changements étaient vraiment spectaculaires. Voilà en gros. Si, encore un élément. J'ai constaté aussi alors le thème est à la mode aujourd'hui, une grande souffrance, en tout cas une souffrance croissante au travail. Et cette souffrance au travail, je pense que c'est au coach de la prendre en compte, de la travailler, de l'adoucir, pour le bénéfice des salariés, mais évidemment pour le bénéfice des équipes et de l'entreprise dans son ensemble. Voilà, c'est un certain nombre de facteurs diffus qui ont fait que je me suis intéressé à cette discipline. Outre la formation réputée que vous avez suivie chez International Mosaic, sur quoi s'appuient vos compétences de coach? Alors, elle s'appuie sur mon parcours personnel, professionnel, par la diversité des mondes que j'ai côtoyés, dans lesquels j'ai évolué. Elle s'appuie sur la formation elle-même, parce que cette formation m'a donné accès à des outils qui sont extrêmement intéressants, utiles et percutants, efficaces, ce qui est encourageant. Et puis, bon, je peux le dire, ça s'appuie aussi sur mon caractère.
J'ai un caractère assez sociable, assez empathique. J'aime écouter les gens. Je suis plutôt bienveillant. Tout ce qui est de l'ordre de l'humain m'intéresse. Donc je pense que c'est la conjonction de ces trois choses qui m'ont poussé dans les bras du coaching, pour faire simple. C'est donc la maîtrise des changements qui vous intéresse? Ah oui, la maîtrise des changements, c'est quelque chose de capital aujourd'hui. C'est quelque chose de capital d'abord parce que j'ai vécu en Chine, dans un pays qui a connu une métamorphose, des transformations inouïes. Je les ai vues, j'ai assisté à ça, j'en ai observé les mécanismes, les ressorts internes. Et je crois que je sais ce que changer veut dire. Deuxièmement, parce que on est dans un monde aujourd'hui qui est un monde en perpétuelle mutation. Même si l'Europe bouge plus lentement que la Chine, on est tous dans un monde en mutation. Et ce monde en mutation exige que les gens s'adaptent, se transforment. Ça ne doit pas aller jusqu'à l'aliénation, parce que c'est extrêmement malsain, et ça ne doit pas aller jusqu'au refus, parce que le refus du changement, c'est la mort. Donc il y a entre les deux toute une marge qu'il faut explorer, qu'il faut labourer pour faire en sorte que les gens arrivent à se soumettre sans douleur à ces adaptations nécessaires. Vous êtes-vous également aidé de la philosophie chinoise des mutations et du Yiking? Ah, le Yiking. Alors le Yiking, c'est quelque chose un peu, j'allais dire, comme les arts martiaux ou la calligraphie, auquel on ne peut pas ne pas s'intéresser quand on a fait des études de chinois, des études de civilisation chinoise et quand on a vécu aussi longtemps en Chine. Le Yiking, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que y a une partie qui est, je dirais, logique, presque cartésienne, et puis une partie qui est complètement ésotérique, farfelue, mais qui, elle, ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont les Chinois ont formalisé avant l'heure des changements cartésiens et la manière dont ils ont en même temps, c'est ça qui est stupéfiant, invalidé la logique cartésienne. Ça, ce que je vous dis peut paraître complètement contradictoire. Et malgré ça, vous verrez qu'il y a une cohérence interne parce qu'il y a une maîtrise de la souplesse des changements chez les Chinois. Alors là, on pourrait en parler pendant des heures, qui fait qu'une chose peut à la fois être ce qu'elle est et le contraire. Alors vous allez me dire, mais là on est en train de tuer Descartes. Je vous répondrai oui et non. Oui et non. Descartes a ses limites, et ses limites sont en Chine. Voilà. Alors, oui, c'est intéressant, mais attention, prudence, sans tout le folklore ésotérique. Mais ça vaut le coup qu'on se penche dessus. Merci Bruno Gasberger. Merci à vous.